7h17, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous accueillez ce matin Hugues Maillot, secrétaire départemental de Debout la France. Hugues Maillot, bonjour. Bonjour Philippe Dornier, bonjour aux auditeurs. Vous venez de publier un livre intitulé « L'île de la Réunion et la France, un lien à renforcer », un essai politique aux allures de programme pour Nicolas Dupont-Aignan, qui est candidat à la présidentielle. Et vous y allez très fort avec Erika Barretsch, entre autres, qui arrive ce matin à la Réunion. Vous écrivez que la ministre des Outre-mer est complice d'une action immorale et inefficace. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Écoutez, je pense que c'est clair pour tout le monde. Le président de la République a fait un certain nombre de promesses de changement en 2012 et ces promesses n'ont pas été tenues. Et non seulement elles n'ont pas été tenues, mais il y a un certain nombre de mesures, de lois qui ont été prises, notamment la loi travail, qu'on peut assimiler à une véritable trahison de l'électorat de gauche, de l'électorat de François Hollande, de l'électorat d'Erika Barretsch. Et ce qui est remarquable, si j'ose dire, c'est la manière dont Erika Barretsch a toujours soutenu ce gouvernement, en dépit de l'intérêt de ses électeurs et en dépit des intérêts même de la Réunion. Le chômage qui baisse de 0,7% sur un an à la Réunion et même de presque 5,5% pour les moins de 25 ans. C'est faux d'écrire que les résultats sont désastreux sur ce front-là. C'est l'adjectif que vous employez dans votre ouvrage. Vous trouvez que c'est faux ? Vous trouvez que c'est un bon résultat que d'avoir 135 en fonction des catégories, entre 135 et 160 000 chômeurs à la Réunion ? Mais ça a baissé. Non, mais ça a baissé avec des mesures, des expédients. On a eu un plan d'action sur la formation professionnelle qui est sorti récemment, qui permet finalement de sortir des chiffres du chômage des personnes qui rentrent dans les dispositifs de formation. Pour autant, ils n'ont pas retrouvé un emploi. Artificiellement, oui, on est dans l'artifice, on est dans une politique de l'artifice, mais qui n'est pas la spécificité de ce gouvernement, qui est la spécialité du système depuis presque 30 ans. Vous dénoncez un clientélisme institutionnalisé. Erika Barretsch vous répond en quelque sorte dans les colonnes du quotidien ce matin, une interview où elle dit « L'électoralisme ne dicte pas nos choix politiques, répondre aux besoins et aux préoccupations des ultramarins, en revanche, c'est notre priorité. » Oui, oui, écoutez, je pense que les Réunionnais jugeront, comme les Français jugeront ce quinquennat, jugeront le président de la République, jugeront ce gouvernement. Aucune réponse essentielle n'a été apportée aux problèmes du pays ces dernières années. Vous parlez beaucoup de l'égalité sociale et de l'action de la droite dans ce domaine. Pourtant, il reste encore des retards à combler. Par exemple, étendre le complément familial, aligner l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. C'est pas ce que prévoit la loi sur l'égalité réelle d'Erika Barretsch ? Oui, mais ce sont des mesurettes au regard des enjeux qui se posent à nos territoires. Ce sont des mesures concrètes. Oui, ce sont des mesures concrètes, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour moi, la loi sur l'égalité réelle, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions. L'enfer parce qu'il faut regarder cette loi dans le détail. Et quand on regarde cette loi dans le détail, on voit quelque chose dont personne ne parle suffisamment. C'est une réforme, une modification du Code général des collectivités territoriales. De quoi il s'agit ? Et cette modification du Code général des collectivités territoriales va faire reposer l'objectif d'égalité réelle sur les collectivités territoriales. Donc, ça veut dire qu'on va rendre responsables les collectivités locales à travers cette loi de leur développement, du développement de leur territoire. On est dans une logique qui ne consiste pas à renforcer l'effort de la solidarité nationale qui peut prendre plusieurs formes. C'est pas forcément de l'argent public, ça peut aussi être l'épargne, comme ça a été pendant des années, l'épargne métropolitaine qui s'investit ici. Eh bien, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans une logique où on laisse les ultramarins se débrouiller avec leurs affaires. La continuité territoriale, vous écrivez qu'elle est traitée sous un angle purement électoraliste ou comptable. Il faudrait créer, d'après vous, une continuité réelle sur le modèle de la Corse. Le problème, c'est que vous ne chiffrez pas vraiment cette mesure. Plusieurs centaines de millions d'euros annuels, ça peut pas être plus précis ? Non, parce que je pense qu'il n'y a pas intérêt aujourd'hui à la chiffrer pour une raison bien simple, et on le voit parfaitement aujourd'hui. Nous sommes très loin du prix vérité en matière de transport aérien. Nous n'en savons rien en réalité. Et nous n'en savons rien pourquoi ? Parce que les collectivités publiques, l'État, la région sont beaucoup
impliqués dans la gouvernance ou dans l'actionnariat des compagnies aériennes, donc on n'a pas la transparence sur les prix. Le rôle des collectivités publiques, ce n'est pas de s'impliquer dans le transport lui-même, c'est de mettre en concurrence les transporteurs. Et aujourd'hui, on est loin du compte. Donc, je ne vais pas afficher un chiffre qui ne correspond pas à une réalité économique. Et c'est pas un peu hasardeux, Hugues Maillot ? Non, par contre, il y a il y a un impératif de mise en concurrence. Et le modèle de la continuité territoriale corse, c'est d'abord, il y a 2 étages dans la continuité territoriale corse. Il y a un étage mise en concurrence à travers une délégation de services publics, et puis il y a un étage aide sociale. Nous n'avons qu'une partie de l'étage aide sociale. Je souhaite qu'on ait l'étage mise en concurrence, qu'on ait l'étage délégation de services publics, et c'est uniquement le jour où nous aurons mis en œuvre cette concurrence que nous aurons un prix réel et que nous saurons quel est le coût réel de la continuité territoriale pour l'outre-mer. Oui, parce que en Corse, vous dites que les soutiens publics sont presque totalement invisibles pour les usagers des transports. Tout à fait. On n'a pas besoin d'aller chercher un bon à l'Office des transports de Corse ou dans les collectivités corses pour pouvoir bénéficier de la continuité territoriale. La continuité territoriale, elle s'exprime à travers un tarif, et un tarif qui résulte de la mise en concurrence des compagnies aériennes et des compagnies maritimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mise en concurrence et nous sommes obligés, quand nous voulons bénéficier de ce dispositif, d'aller faire la queue pour retirer un bon. Je trouve que c'est dégradant. Et c'est ça aussi une vraie continuité territoriale, une continuité réelle, comme vous l'appelez de vos voeux, qui permettrait de multiplier par 5 la capacité hôtelière de la Réunion. Il faut se rendre compte. Est-ce qu'on est sûr que ça marchera ? Non, mais écoutez, il faut se rendre compte de ce qui se passe en Corse, qui se passe en Corse depuis 91, donc c'est quand même... c'est pas très ancien, mais la Corse a aujourd'hui 8 millions, reçoit aujourd'hui 8 millions de passagers pour 300 000 habitants. 8 millions de passagers pour 300 000 habitants. Donc c'est pas la même distance non plus. Non, c'est vrai, mais la continuité territoriale a un effet levier puissant sur le développement économique parce qu'elle amène du monde sur le territoire. Et je considère qu'il serait légitime et Debout la, c'est le cœur du programme de Debout la France pour l'outre-mer, qui serait légitime que l'outre-mer bénéficie d'un système comparable. Renforcer le lien entre la France et la Réunion, est-ce que ça n'empêche pas de se tourner vers les pays de la zone? Beaucoup sont en plein développement et elles sont pas là, les opportunités, plutôt qu'à 10 000 km? Il faut s'ancrer dans les deux. Il faut s'ancrer dans les deux, parce que si on ne s'appuie pas sur un ancrage fort avec la France ou l'Europe, s'ouvrir sur notre environnement peut être désastreux, parce que les conditions économiques ne sont pas les mêmes dans notre environnement, régional. Notre capacité d'investissement sans l'épargne métropolitaine est relativement faible. Donc nos atouts pour nous ouvrir sur la zone, ils se trouvent dans notre lien avec la France. Voilà. Tout simplement, un exemple très simple, acheter des fruits, des légumes à des pays d'Afrique plutôt qu'à la métropole, ça coûterait pas moins cher avec un meilleur bilan carbone en plus à la clé? Oui, bien sûr, mais l'enjeu, c'est un des enjeux, mais c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est comment on produit de la richesse sur le territoire, à partir du territoire de la Réunion, à partir des atouts de la Réunion. Et pour produire de la richesse à partir des atouts de la Réunion, on a besoin aujourd'hui de capacités d'investissement dont nous ne disposons pas, et donc on a besoin d'une épargne. Et cette épargne, elle était drainée jusqu'à présent, jusque dans les années 2010, elle était drainée par le dispositif de défiscalisation. Aujourd'hui, ces dispositifs sont en panne. On est dans des logiques de saupoudrage à travers le CICE notamment, qui, à mon avis, crée plus d'effets d'aubaine que de véritables effets leviers. Et donc, on a besoin de retrouver ce lien fort à travers des dispositifs qui drainent l'épargne et qui vont nous permettre d'investir dans les atouts de la Réunion et d'investir aussi dans notre environnement. J'ai remarqué qu'il faut attendre la page 92 pour voir le mot souveraineté, un mot qui est cher à votre parti, Debout la France, qui défend cette notion pour la France. Là, il s'agit de la souveraineté de la Réunion, souveraineté économique pour être précis. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut se rendre compte du mouvement qui est en cours. Le mouvement qui est en cours, c'est un mouvement où le capitalisme mondialisé, pour faire court, est en train de prendre la main sur le capitalisme réunionnais. C'est-à-dire où tout l'ensemble des barrières que l'on a mis en œuvre pour essayer de protéger notre économie, finalement, ne sont pas suffisamment puissantes pour empêcher le capitalisme mondialisé de s'installer
et de prendre la main sur notre économie. On l'a vu dans le domaine du sucre, on le voit dans le domaine de la distribution, de l'automobile, et donc il faut que nos chefs d'entreprise se rendent compte que leur intérêt aujourd'hui, c'est de revoir les mécanismes qui existent plutôt que de s'arc-bouter sur ces mécanismes pour justement être en capacité de lutter contre ce capitalisme mondialisé. Et c'est là aussi, c'est dans la relation avec la France, dans la recherche de partenariats avec des entreprises européennes et nationales que nous trouverons les moyens de lutter contre ce capitalisme mondialisé. C'est un programme que vous porterez personnellement lors des législatives ? Eh ben, ça dépendra de la manière dont ce livre va être reçu. Merci Hugues Maillot d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Hugues Maillot qui était avec nous ce matin, secrétaire départemental de Debout la France.